Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lilia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Juliana Colorado. Juliana est avocate depuis 2012 au barreau de Paris. Elle est associée aujourd'hui au sein du cabinet Square Law, dans lequel elle intervient principalement en matière de mobilité internationale, tant en conseil qu'en contentieux. Juliana est ma dernière invitée de cette thématique que j'ai improvisée pendant le confinement sur des avocats qui exercent à l'étranger. Il y a donc eu une avocate québécoise qui exerce au Québec, un avocat français qui exerce au Chili, un avocat français qui exerce à Tokyo, un avocat français qui exerce au Luxembourg. J'espère que cette série vous a plu. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, on retrouvera un son qui sera pas le son d'une interview à distance et en plus qui sera un son absolument splendide puisque j'ai investi dans des nouveaux micros pour pouvoir respecter la distanciation sociale pendant les interviews et ne pas cracher dans le même micro que mon invité. Donc ça donne un son cristallin comme si on était à la radio. C'est absolument splendide. Avant de lancer l'interview, je voudrais vous parler d'un gros projet en cours pour Fleur d'Avocat, qui est le passage au digital de mes formations. Si vous écoutez Fleur d'Avocat depuis un moment, et surtout si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que Fleur d'Avocat, ce n'est pas qu'un podcast. Ça a commencé par un podcast et puis ensuite ça s'est transformé en formation. 2 formations à ce jour, Bien dans ma robe et Confiance en moi, qui aident à différents niveaux les avocats et notamment les jeunes avocats à avoir des clés pour s'épanouir dans la profession. Et c'est bien par les formations que je vis puisque le podcast n'est pas rémunéré, il n'est pas rémunéré ni par les invités du podcast et il n'est pas non plus rémunéré par de la pub. Le passage au digital des formations implique un certain investissement et pour soutenir cet investissement, je suis en pleine campagne de crowdfunding sur Ulule et vous qui écoutez Fleur d'Avocat toutes les semaines, vous qui écoutez Fleur d'Avocat peut-être pas toutes les semaines mais régulièrement, qui aimez le podcast, qui le partagez, vous qui vous sentez enrichi, vous qui apprenez beaucoup via le podcast, vous à qui le podcast donne de l'espoir, vous que le podcast inspire, eh bien je vous invite vivement à contribuer à cette campagne de crowdfunding parce que c'est la meilleure manière de soutenir mes activités, d'investir dans Fleur d'Avocat et de soutenir mon travail de manière plus globale. Sachez que vous êtes entre 2000 et 3000 par semaine à écouter Fleur d'Avocat et que donc si chacun d'entre vous donne entre 8 et 14 euros, eh bien cette campagne de crowdfunding est bouclée. La bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, mercredi en milieu d'après-midi, l'objectif de la campagne est atteint à 25%. Donc j'ai fait le premier quart d'atteinte des objectifs et je ne doute pas qu'avec vos contributions, j'arriverai à relever ce défi de la levée de fonds. Et je pourrais passer à la production des formations digitales. Dans le crowdfunding, il y a 2 possibilités. La première, c'est que si vous souhaitez bénéficier des formations Fleur d'Avocat, si vous souhaitez investir en vous par de la formation, vous pouvez tout à fait précommander à un tarif avantageux les formations dans le cadre de la campagne du crowdfunding. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas particulièrement envie de suivre une formation, mais que par contre vous avez envie d'investir dans le projet Fleur d'Avocat au sens large et dans mes activités et dans mon travail, vous pouvez donner et en échange des dons, j'ai prévu plein de contributions très chouettes. Pour ces contributions, je fais intervenir largement les invités du podcast que vous connaissez bien. J'ai notamment prévu des jolies cartes avec des citations, vos citations préférées du podcast. J'ai prévu le livre sur la mauvaise foi de Charles Laroche, qui est d'ailleurs celui dont je parlais tout à l'heure qui a recommandé Juliana Colorado, grâce à qui vous avez accès à cet épisode, à ce partage d'expérience. Il y a de la fête parce que vous savez aussi si vous écoutez Fleur d'Avocat depuis un moment que j'aime beaucoup les rencontres. Il y a de l'art avec des illustrations de Maître Étalon qui a témoigné sur le podcast l'été dernier comme avocate double vie. Je l'interrogeais sur sa vie d'artiste en parallèle de sa vie d'avocate et aussi le dîner de la cigogne dont vous connaissez sûrement les illustrations pleines de cynisme qui moi personnellement me font beaucoup rire. Il y a une petite peluche de La Pelucherie, l'entreprise de Natacha Benarous. Il y a un gros bouquet de fleurs. Il y a une grosse livraison de bières, les bières SPB de Fabien Naoum que j'ai aussi interviewé sur le podcast. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, vous faire interviewer
C'est tout à fait exceptionnel, mais j'ai ouvert 7 interviews dans le cadre de cette campagne de crowdfunding. Donc si jamais vous avez envie de partager votre expérience, si vous avez envie d'offrir à votre collaborateur, d'offrir à votre associé une interview, eh bien c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'ai fait en sorte de proposer une campagne de crowdfunding qui mette en avant ceux qui font la richesse de ce podcast, c'est-à-dire les invités, et ce par qui donc tout a commencé pour Fleur d'Avocat, puisque tout a commencé par ces partages d'expérience et ces interviews. Je vous mets en note de l'épisode encore une fois le lien vers la campagne. Merci beaucoup pour vos contributions. Merci d'investir dans Fleur d'Avocat. Merci d'écouter et merci de participer. Je vous dis à très vite sur la page de présentation de la campagne de crowdfunding donc. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Juliana Colorado. Bonjour Lila Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci beaucoup de m'inviter, c'est un réel plaisir. Alors Juliana, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenue avocate. Waouh, ça c'est une sacrée question. Alors j'étais pas du tout destinée à faire cette profession puisque j'ai fait à la base un baccalauréat scientifique. Mais en réalité, les mathématiques n'étaient pas ma tasse de thé et j'aimais beaucoup les langues. Mais en fait, c'est une histoire un peu longue, un peu identitaire puisque oui, parce qu'en fait, je suis à la base colombienne. Mm-hmm. Je suis née en Colombie et j'ai emménagé en France quand j'avais 14 ans. Oui. Et j'ai fait le lycée en France, etc. Mais à partir de ce moment-là, j'ai découvert, en fait, ça a beaucoup marqué mon histoire par la suite. J'ai découvert les autres cultures et une autre langue. Et donc, cet amour pour les langues est resté. Donc, même si j'ai fait un baccalauréat scientifique, l'amour pour les langues est resté. Et donc, j'ai demandé à une conseillère d'orientation parce qu'en fait, on ne nous oriente pas très, très bien au lycée, je trouve. J'ai demandé quels étaient les métiers qui me permettraient de faire des langues. Donc je voulais faire LEA ou après avoir fait un bac scientifique et je me reconnaissais plus tellement dans ça. Et elle m'a dit journaliste ou alors elle m'a dit que LEA n'avait pas beaucoup de débouchés. Ou alors, elle m'a dit, elle m'a présenté le master bilingue des droits de l'Europe de Nanterre. Mm-hmm. Et je me suis dit waouh, pourquoi pas. C'est vrai que je parle déjà espagnol. Je pourrais avoir peut-être un double diplôme, etc. Et j'ai commencé avec les études de droit en première année sans trop savoir ce que c'était parce qu'on n'a pas des notions au lycée de ce que c'est en fait. Et j'ai adoré ça. J'ai énormément apprécié la théorie du droit et voilà, petit à petit. Donc tout est parti d'une recherche de faire des études supérieures qui te permettent de faire le lien avec ton goût pour les langues et les autres cultures et tu t'es retrouvée dans un double diplôme oui. de droit. Exactement, ouais, c'est ça. Et donc tu dis que tu as beaucoup aimé tes études de droit et que tu as tout de suite accroché avec les matières en arrivant à la fac ? Oui, exactement. J'ai tout de suite aimé la théorie du droit et puis j'étais naturellement. En fait, j'avais un goût pour tout ce qui était l'écriture, etc. Donc l'analyse, tout ça. Donc j'ai adoré faire des études de droit. Bon, c'était pas forcément évident tout le temps, surtout qu'en fait on avait 2 licences en même temps. On avait la licence en droit français normal plus la licence en droit espagnol. Donc forcément, ça rajoutait par rapport aux autres élèves en droit qui avaient des horaires un peu plus allégés. Nous, on avait des horaires très chargés, mais j'aimais beaucoup. Puis j'étais assez douée, on va dire. Donc ça encourage, on va dire. Ouais. Et comment est-ce que tu as évolué du coup dans ces études ? Est-ce que tu as évolué en voyant le droit comme quelque chose dans lequel tu voulais continuer, ou est-ce que tu as évolué
plutôt en voulant continuer sur les langues? Enfin, bien évidemment, le fait que tu sois avocate aujourd'hui est un peu un spoiler de cette question, mais Oui, alors, mais c'est très bizarre parce que je n'avais pas forcément d'idée sur la profession. Je savais que les études de droit menaient au fait d'être avocat, mais j'étais pas complètement fermée. Je pouvais être professeur, je pouvais, voilà, accéder aux autres professions selon ce qui se présente à moi. Mais c'est vrai que donc le but principal, c'était quand même d'être avocate à la fin. Et pourquoi avocate? Pourquoi avocate? En fait, on plonge un peu dans le passé, c'est vrai. La défense il y a un sens un peu, j'ai un peu un sens de la justice. Ouais, je pense que c'est le côté défendre qui m'a. Et d'ailleurs, je suis principalement avocate en contentieux. Défendre un peu les personnes dans le besoin, on va dire, ça m'a attirée. Ça m'a attirée pas mal. Mais bien sûr, par la suite, je me suis rendu compte que notre profession était beaucoup plus riche que ça, en fait. Ouais. Et la défense, justement, enfin, bien évidemment, ça irrigue toutes les études de droit parce que le droit, c'est ça. Mais est-ce que tu as fait des stages? Est-ce que tu as eu des expériences qui m'ont un peu donné corps à cette envie de faire de la défense? Alors oui, j'ai fait des stages, mais assez tard. J'ai commencé à faire des stages en licence 3, M1. Et ça m'a donné effectivement envie. En fait, j'ai trouvé que et on va y revenir parce que justement c'est pour ça que je travaille à distance aujourd'hui. Mais j'ai trouvé quand même que le côté cabinet d'avocat me correspondait pas forcément, mais ce qu'on y faisait me plaisait. Donc c'est cette espèce de dualité en fait dans laquelle je me suis retrouvée un peu tiraillée entre ce goût pour la matière et un peu une aversion pour la manière dont c'est exercé en fait. Donc Et cette aversion, à quoi tu penses quand tu parles de la manière avec laquelle c'était exercé? Est-ce qu'il y a des choses en particulier auxquelles tu penses? Oui, alors bien sûr, ce n'est pas tous les cabinets d'avocats, Bien sûr. mais dans une grande partie, il y a quand même un abus de la part des associés en fait, il y a beaucoup de hiérarchie. Ça, je sais qu'il y a dans toutes les boîtes, mais je crois que dans le milieu des cabinets d'avocats, il y a une telle pression, il y a un tel en fait un espèce d'abus et d'humiliation. Vraiment, j'ai vu ça. Pas que moi en fait, mais pour plein d'autres personnes, c'est vraiment structurel. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'abus dans les cabinets d'avocats et ça, j'ai tout de suite identifié ça. Et je me suis tout de suite dit, quelle est la voie alternative? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? En fait, les conditions d'exercice dans un cabinet traditionnel ne me vont pas. Ne me vont pas, voilà. Et donc, c'est hyper intéressant. Et donc, comment est-ce que tu as réagi par rapport à ça? Enfin, tu t'es dit, on va trouver une voie alternative. Alors, ça s'est fait bien sûr progressivement parce que là, on parlait donc des stages, mais j'ai eu cette première sensation, on va dire, dans les premiers stages que j'ai faits. Même si par ailleurs, j'ai trouvé des gens exceptionnels en fait. Donc, c'est les deux choses en fait. On trouve des gens un peu, des personnes un peu qui bon, compte tenu de la pression, j'imagine aussi, c'est de la pression de ce métier. J'ai trouvé des gens géniaux, j'ai trouvé des gens, voilà, qui l'étaient un peu moins. Mais donc ça s'est fait petit à petit. Donc à compter du stage, donc j'ai fait ces premiers stages, mais je continuais mes études et puis tout de suite, en fait, très vite, j'ai voyagé parce que donc voilà, c'est ce que je disais que là les cultures étaient très importantes pour moi. Donc voilà, c'est tout un process, c'est un peu compliqué, mais j'ai commencé à voyager. J'ai fait ma dernière année de master 1, enfin mon master 1 pardon, je l'ai fait à Madrid pendant un an en Erasmus.
Tout de suite après, je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais aussi. Il faut pas que j'en reste. Si je veux vraiment travailler dans l'international, il faut que j'améliore mon anglais parce que l'anglais du lycée n'était pas bien pour accéder à un beau cabinet, etc. Donc, je suis partie à Londres juste tout de suite après, pendant un an. Et au retour, voilà, en fait, j'avais déjà le double diplôme d'avocate. À Madrid, on passe une sorte de. Aujourd'hui, c'est un concours, mais à l'époque, c'était une grosse sélection. Et donc, avec ça, j'ai commencé à travailler directement, en fait. Et j'ai passé l'équivalence article 99 exactement. Ouais, comme moi. Et je voulais te demander, avant de poursuivre, tu dis que tu es partie faire ton Erasmus à Madrid. Comment... Est-ce que tu as eu des appréhensions avec le fait de partir en Espagne? Parce que c'est vrai que je crois qu'on en a parlé avec une de mes toutes premières invitées, Zoé Pohin, qui est avocate en droit routier maintenant et qui allait faire son Erasmus en Espagne. Oui. Et pour elle, c'était un peu un rêve d'ado et de jeune adulte. Mais c'est vrai que elle en parle comme une sorte de risque professionnel du fait de la réputation qu'a Erasmus dans les facs de droit, qui est un peu vu comme des vacances plus que comme une année. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a été renvoyé ou pas? Et peut-être à l'époque, j'ai dû me poser cette question, mais aujourd'hui, avec le recul et en ayant fait tellement d'expériences différentes, je me dis qu'en fait, il faut juste suivre sa voie, ce qu'on a envie de faire, expérimenter et pas se laisser guider par le que dira-t-on. Parce que en fait voilà, si on a envie d'enrichir son expérience, il faut toujours tourner les choses d'une manière positive. On va forcément en sortir quelque chose de positif. Donc oui, peut-être que voilà, il y a une image à cause du film L'auberge espagnole, une image d'Erasmus, c'est la fête et tout. Mais moi, je peux t'assurer que j'ai jamais autant travaillé que cette année. Enfin, j'exagère, mais moi j'étais dans une université. J'avais justement je voulais choisir une très bonne université en droit et ils étaient extrêmement exigeants et j'ai énormément travaillé. Bien sûr, c'était une expérience enrichissante et géniale, mais non, je me suis pas non plus posé trop cette question. Et d'ailleurs, les cabinets qui recrutent par la suite, bon, moi, c'est vrai que je suis plus senior aujourd'hui, puisque aujourd'hui je suis associée dans un cabinet d'avocats, donc ça date. Mais je crois pas qu'ils aient tellement regardé ça d'un mauvais œil, non. On explique, voilà, c'est une très belle opportunité d'enrichir son CV. À partir du moment où on a plusieurs langues, on a un atout en fait. Donc voilà, le fait d'avoir plusieurs barreaux aussi, donc ça c'était bien. Et quand tu es partie en Angleterre pour apprendre l'anglais, et tu as dit que tu avais dans cette perspective d'avoir une carrière internationale. Enfin, tu as parlé de donner vraiment une coloration internationale à ta pratique, ce qui, bon, déjà est bien souligné par cette double licence en droit français et espagnol de Nanterre, même si tu y es arrivée par une voie complètement hasardeuse. Mais à quoi tu pensais en fait quand tu pensais à une carrière internationale à l'époque? À quoi est-ce que ça faisait référence dans ton esprit? Mais justement, en fait, mon immigration en France m'a permis de découvrir d'autres cultures et je me suis dit, je peux pas m'arrêter là. Je dois vraiment concilier cet amour pour l'international, pour la découverte des autres cultures et ma carrière d'avocate. Donc, en master 1 en Espagne, justement, j'ai découvert le droit international privé et j'ai adoré cette matière. Et donc, j'ai décidé de faire un master 2 en droit international privé que j'ai fait donc à Assas. Et là, avec l'une des personnes qui est passée d'ailleurs dans Fleur d'avocat, qui est un très cher ami, c'est Charles Laroche. Oui, qui est celui qui t'a recommandé pour ce podcast d'ailleurs. Voilà, donc on a fait tous les deux le master 2 à Assas. On a passé de nombreuses heures à QGIS à travailler ensemble. Et non, c'était très chouette aussi comme expérience. Donc ça, c'était un master de recherche. Et au sein de ce master-là, j'ai découvert une option arbitrage international. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette matière que je découvre juste en 5e année de droit? Pourquoi je ne l'ai pas
découverte avant, c'est le plus international qu'on puisse trouver. On n'est pas rattaché à un fort, on va dire, on n'est pas rattaché à un endroit. Mais c'est ça que je trouve intéressant parce que, alors, je vais parler de mon expérience, mais je pense que c'est probablement l'expérience de beaucoup d'étudiants. Moi, je voulais être avocate internationale quand j'avais 17 ans. Oui. Et d'ailleurs, si on fait une recherche Google sur moi, on peut trouver un petit truc où je dis ça à un moment où j'ai 17 ans. Bon, bref. Et en fait, je sais pas du tout ce que ça voulait dire dans ma tête, mais je pense que j'étais pas du tout consciente de à quel point le droit est une matière territoriale. Oui. Et à quel point, contrairement à, je sais pas, quand on fait du marketing, par exemple, on peut avoir très facilement des carrières très internationales parce que, on peut aller d'un pays à l'autre, évoluer en interne dans une boîte quand on est ingénieur aussi. Ouais. Mais quand on est avocat, c'est quand même plus difficile. Enfin, c'est des carrières moins, qui s'y prêtent moins. Exactement. Sauf dans des cas très particuliers et l'arbitrage en fait partie. Oui. Mais j'étais pas du tout consciente de à quel point c'était une tête d'épingle. Et tu vois d'ailleurs cette histoire de droit international privé. Le droit international privé, c'est quand même une matière qui est très utilisée pour des matières qui sont très locales. Tu vois, du droit de la famille. Oui. Et donc oui, ça a une coloration internationale, mais c'est quand même des dossiers avec une clientèle qui est locale, on est quand même avocat français, en utilisant un mécanisme juridique qui est un mécanisme juridique qui du coup articule les différents droits entre pour savoir quelle est la règle applicable, mais finalement on va pas être sauf dans certains dossiers, mais c'est pas tellement à voyager, on va pas être voilà. Alors que dans l'arbitrage international, on peut exercer, on peut être conseil à Singapour, on peut être même si on n'a pas le barreau en fait. Et donc j'ai des amis parce que donc du coup en deuxième master j'ai fait un master 2 arbitrage à Versailles. C'est un master 2 très pratique. C'était plus master 2 professionnel. Donc voilà, le premier c'était recherche, le deuxième professionnel. Et ça m'a montré qu'on pouvait exercer n'importe où. Et il y a des personnes qui sont d'ailleurs d'autres pays qui ont exercé en France dans des gros cabinets comme on dit. Voilà, donc en tant que même en n'ayant pas le barreau, donc ils étaient salariés, ils exerçaient en arbitrage et voilà. Donc c'est vraiment le plus extraterritorial. Et je voulais faire de l'arbitrage à la base. Voilà. Ok. Donc toi, quand tu as évolué avec cette perspective de faire du droit international, t'as découvert en fait comment est-ce que l'international pouvait se loger dans ta pratique juridique sur le tard. Exactement. Et t'as eu ce coup de foudre pour l'arbitrage qui est c'était l'international incarné quoi. Une recherche depuis le début. Voilà, si on regarde un petit peu le début des études, donc bilingue, droit de l'Europe, etc. Après, j'ai découvert le droit international privé. Après, sur le tard, l'arbitrage. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas découvert avant. Pourquoi on n'en a pas parlé avant de cette matière qu'en cinquième année. J'étais assez, mais je le comprends aujourd'hui parce que c'est quand même en fait un droit un peu élitiste, sans vouloir connoter négativement cette matière magnifique, mais c'est vrai que les personnes qui le pratiquent sont dans certaines, voilà, c'est pas tout le monde qui pratique de l'arbitrage international. Et donc par la suite, j'ai fait de l'arbitrage international, j'ai fait du contentieux international en fait en cabinet au retour donc c'était quand? C'est juste après le master. J'ai fait quelques stages. J'ai fait un stage dans un cabinet américain. J'ai fait un stage comme juriste à Veolia, et je me suis dit je vais aller. J'ai pu explorer les différents types de cabinets qu'il y avait entre petits, très petits, grands, avec mes stages. Et je me suis dit les gros cabinets d'avocats, c'est pas fait pour moi. Et je vais aller dans un cabinet ce qu'on appelle un style boutique. Oui. Et je suis allée dans un cabinet où l'associé avait été chez Salins, qui est aujourd'hui Denton. Et en fait, il avait des gros dossiers, des très gros dossiers, dont des arbitrages. Donc du coup, finalement, je me suis retrouvée à travailler en arbitrage quand même.
Parce que quand tu as renoncé à vouloir exercer dans des gros cabinets américains en te disant que c'était pas fait pour toi ce type de structure, est-ce que tu pensais devoir renoncer en même temps justement à cet aspect international de ta carrière et à l'arbitrage? Je crois que j'ai quand même cherché dans mes oui non je suis restée focalisée quand même dans mes recherches on cherche quelqu'un qui parle plusieurs langues, on va devoir enfin voilà l'exercice de l'anglais enfin ou l'exercice de l'anglais est très recommandé, la pratique de l'anglais pardon, la maîtrise de l'anglais est nécessaire dans mes recherches en fait. De l'anglais et de l'espagnol, fortement apprécié, des choses comme ça. Je savais déjà qu'il fallait que je cherche, mais peut-être dans des cabinets un peu plus petits. Et j'ai eu la chance, enfin j'ai eu des opportunités dans des gros cabinets et que j'ai décliné. Vraiment, je ne voulais pas, c'était un choix. Et tu les as déclinées en ayant d'autres opportunités ailleurs ou tu les as déclinées en prenant le risque de pas trouver tout de suite? Non, j'ai décliné en étant collaboratrice parce qu'en fait après on a ce qu'on a les chasseurs de tête, j'ai eu Oui. voilà, donc j'ai eu des opportunités et je n'ai pas voulu poursuivre sur cette voie, alors que j'avais déjà un travail. J'aurais pu me dire bon bah je vais, je sais pas, voilà, ce cabinet est un cabinet, c'est une structure moyenne, je peux pour les personnes, je sais que ça ne correspond pas à tout le monde, ces choix que j'ai fait là. J'aurais pu vouloir être très ambitieuse dans ma carrière, on va dire, et exercer. Mais finalement, ça m'a pas. J'ai pas aimé mon expérience dans les gros cabinets d'avocats. C'était pas. Mais est-ce que tu penses que tu as manqué d'ambition pour autant? Je crois pas. Je pense que j'ai juste voulu exercer différemment et que en fait, ce sont des choix. Malheureusement, je l'ai compris un peu sur comment dire. Je l'ai compris justement en vivant des mauvaises expériences petit à petit ou pas des mauvaises expériences, des expériences plutôt difficiles, on va dire. Dans une carrière, on a des expériences où on se dit bah quelles sont les priorités. Voilà, on commence à définir les priorités dans une vie voilà, je sais que je suis ambitieuse avec ma vie en fait. Je suis pas forcément ambitieuse sur la carrière, d'être dans un gros cabinet d'avocats, dans une tour dorée à Singapour ou je ne sais où. En fait, finalement, quand j'ai vu ce que ça, le prix, le coût en fait de ça, c'est-à-dire ne plus avoir de vie privée, je suis revenue là-dessus. Mais ça c'était un germe. Tout ça c'était en germe. Et c'est quand j'ai vraiment exercé dans ce cabinet d'avocat où j'ai travaillé énormément pendant 4 ans, mais vraiment à un point inimaginable, que je me suis dit stop, ça peut pas continuer comme ça. C'était en train d'affecter ma vie personnelle et ma santé. Et j'ai pris une pause de 1 an pour faire un tour du monde. En Et 2016. quel a été un peu l'élément déclencheur parce que, en fait, tu expliques qu'au moment de chercher une collaboration, tu as préféré ne pas aller dans les gros cabinets Ouais, et plutôt aller dans une plus petite structure, ouais. même s'il se trouve que dans cette petite structure, tu es tombé sur une équipe de niche qui fait quand même des dossiers d'arbitrage. Voilà. Est-ce que tu Mais finalement, je me suis retrouvée à travailler autant que avoir si j'avais été ouais. dans une grande structure. Mm, Donc, mm. donc Mais du coup, parce que c'est lié à la pratique et pas à l'équipe. c'est lié à l'arbitrage, je pense. C'est lié à l'arbitrage. C'est une matière quand même très particulière. Je pratique du contentieux et même si j'ai fait des grands contentieux, je n'ai l'arbitrage. On a tu peux avoir des salles entières de preuves à analyser, des classeurs dans tous les sens, une équipe grande et tout. Enfin, très vite, c'est des montants en jeu très gros. C'est souvent en fait. Alors après, peut-être que je n'ai pas eu la chance de travailler dans des petits arbitrages, mais est-ce qu'ils existent? Je ne sais Mm. pas. Mais donc peut-être que c'est vraiment la matière en soi. Donc c'est vrai que entre la théorie de l'arbitrage que j'ai adoré et la pratique, bah il y a un monde quand même. Et donc il faut Mm. quand même voilà, on arrive à un point où on choisit un petit peu les priorités. Et même, enfin, ça a été difficile parce que j'aime ma profession.
Mais je veux pouvoir concilier. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, que j'ai l'impression que j'y arrive de plus en plus, mais à concilier ma vie professionnelle avec mon amour pour le voyage, mon amour pour la découverte des autres cultures, mon amour pour la vie, quoi. Donc non, mais c'est une profession très belle, hein, mais il faut essayer de la dompter. J'allais dire ça. Oui, de la dompter, voilà. Mais et dans quel état d'esprit étais-tu quand tu as décidé de faire une pause? Parce que est-ce que tu savais que c'était pour un an ou est-ce que tu as fait une pause en te disant bon, on verra quand est-ce que je me sentirai prête à nouveau? Alors, je savais que c'était pour un an parce qu'en fait, je suis partie avec mon compagnon de l'époque et on avait tous les deux. Enfin, lui, il était dans une entreprise, donc il pouvait prendre une année sabbatique. Donc, on savait que ça serait un an. Et c'était pas forcément mon idée à la base, plus la sienne. J'ai quand même eu peur parce que je me suis dit ben je vais jamais retrouver un emploi après ça en fait. C'est vrai, c'est un vrai trou. Bon, ça fait 4 ans que je travaille, mais c'est un vrai trou, un an quand même. Et puis finalement, c'est ce que je dis tout à l'heure, à chaque fois, enfin, c'est vraiment un conseil que je donne d'ailleurs aux plus jeunes avocats, c'est bon bah faut jamais croire que ce n'est pas possible de faire ci ou de faire ça. Finalement, à chaque fois, on m'a dit, mais c'est pas possible de trouver un boulot après, ou c'est pas possible de partir vivre ailleurs et d'exercer à distance, ou c'est pas possible de faire ci ou ça. Et finalement, je l'ai fait à chaque fois. Ouais, donc, je pense que le podcast Fleur d'avocat permet de renverser pas mal de c'est pas possible de. En tout cas, il y a pas mal de contre-exemples et je trouve ça intéressant de participer au fait de renverser certaines croyances. Oui, c'est super, c'est super. Et ce qui est d'ailleurs pas du tout quelque chose que je fais consciemment parce que je connais pas le parcours des invités a priori, mais c'est drôle parce qu'il y en a souvent qui font des choses qui vont complètement à l'encontre de ce qu'on dit qu'il faut ou ne pas faire, qu'il faut faire ou ne pas faire. Ouais. Et du coup, c'est comme s'ils prenaient beaucoup de risques et puis en fait, ils se rendent compte que ça roule après. Donc c'est assez, enfin, je trouve ça chouette, ouais. C'est pas évident. Après, c'est vrai que ça prend une part. Enfin, il faut avoir, ça demande du courage parce que forcément on a des interrogations. On se dit mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que comment je vais survivre? Mais au final, quand moi j'ai énormément voyagé, j'ai eu des expériences de vie qui font que je me dis qu'est-ce que j'ai à perdre en fait. Maintenant c'est ça, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Et voilà. Et quand tu es partie, donc pendant un an, vous avez voyagé, c'est ça? C'est ça. Pendant un an, j'ai fait un peu aussi. Je suis retournée un peu en Colombie et j'ai fait un petit peu aussi d'approche de cabinet d'avocat. J'ai profité du fait que j'étais là pour plus d'un mois pour approcher quelques cabinets en arbitrage. Tu as envisagé d'aller exercer en Colombie? Ça faisait partie des choses qui te donnaient envie? Voilà, puisque j'y étais et que je voulais peut-être me réconcilier avec mon pays, parce que moi je suis venue dans une période où mon pays était en guerre civile, vraiment abîmé en fait et très violent et je voulais me réconcilier avec mon pays et je me suis dit pourquoi pas rester peut-être un peu ici, etc. Donc j'ai approché quelques cabinets, j'ai fait quelques contacts là-bas pendant. Donc je suis pas restée complètement en dehors du droit toute l'année, mais quand même la plupart de l'année j'ai quand même voyagé C'était juste cette exception en Colombie. Et sinon, ça m'a permis d'avoir quelques contacts là-bas. Et en fait, c'est au retour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir quitter ma profession. Je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Je pense qu'on en arrive tous à un moment, parce que cette profession quand même n'est pas toujours évidente, et parfois un peu ingrate, parfois très valorisante, mais souvent on est très fatigué. Parfois les clients sont pas forcément super reconnaissants, ils connaissent pas le vrai investissement d'un avocat, le poids de la responsabilité, du fait qu'on peut faire une erreur et une petite erreur peut tout changer. Enfin, dans notre tête c'est un peu comme ça.
Je sais plus du coup où est-ce que j'en étais, mais ce que je dis, c'est que après cette année, je me suis questionnée sur le fait de continuer d'être avocate ou pas, ou de monter mon entreprise. Et puis j'ai trouvé ça dommage parce que j'adore quand même cette profession. Donc je me souviens qu'à Bali, dans mon voyage, j'étais à Bali et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait de manière, en fait, elle travaillait à distance j'en ai rencontré plusieurs, mais celle-là m'a marquée. Elle travaillait, je sais pas si en marketing ou quelque chose comme ça, mais depuis aux États-Unis et depuis Bali. C'était une digital nomade. Voilà, exactement. Et je me suis dit, mais moi, et c'est là où est né le terme, mais moi, je veux être une digital lawyer. Et c'est vrai. Génial. Depuis ce moment-là est née l'idée, en fait, donc 2016, est née l'idée d'être une avocate, on va dire, digitale. Donc, je me suis dit, je vais travailler à distance. Je ne sais pas comment je vais organiser ça. Ça va être difficile, mais je vais tendre vers ça. Et donc, je suis rentrée et finalement, je me suis dit, bon, comment j'équilibre ça va être difficile déjà de me remettre dans le droit. Ça fait quand même un an que je travaille plus. Puis finalement, au bout de 3 semaines, on y est. Hein. On a quand même une formation. On sait faire. Donc, il m'a fallu 3 semaines pour me remettre dans le bain. Et j'ai cherché un temps partiel, une collaboration à temps partiel pour commencer à construire ma clientèle, en fait. Donc, j'ai fait ça. Et donc, oui. C'est intéressant parce que, alors, sur le thème des digital lawyers, je vous invite tous à écouter l'interview de Sandra Azria, qui est avocate. Alors, elle est avocate au barreau de Paris, mais elle a fait une grosse pause dans sa carrière d'1 an aussi, à un moment où elle se posait beaucoup de questions, elle était fatiguée. Et en fait, il se trouve que elle s'est rendue compte au bout d'1 an qu'elle avait pas envie de monter une entreprise, que elle, ce qu'elle aimait beaucoup, c'était d'accompagner les entrepreneurs à sécuriser leurs opérations comme avocate, mais que par contre, elle voulait travailler en étant complètement libre de pouvoir être où elle voulait. Ah wow. Et donc c'était effectivement une envie d'être une potentielle digital lawyer et donc de pouvoir juste prendre son ordinateur et aller travailler depuis Bali si elle en avait envie. Exactement. Ouais, et donc enfin voilà, je le souligne parce que c'est une interview que je trouve vraiment très inspirante parce qu'elle permet de dégommer pas mal de contraintes qu'on se met à l'exercice de la profession d'avocat. Ouais. Et du coup, je trouve ça intéressant que toi tu aies fait ce cheminement dans ta tête à toi de te dire pendant ton voyage, ben non, j'ai quand même envie de rester avocate, mais par contre ça me fait envie quoi de pouvoir travailler d'où je veux. Cette liberté, elle est pour moi essentielle. Donc comment j'aménage les deux, comment je vais faire pour aménager les deux. Et puis aussi une chose très importante, c'est que moi la moitié de ma famille est en Colombie, donc je peux pas être que en France. Il faut que je puisse être en Colombie de temps en temps pendant une période longue. Donc j'ai digitalisé complètement. J'ai fait en sorte de digitaliser complètement ma profession, ce qui m'a pris quand même environ 2-3 ans. En fait, tu vas nous raconter tout ça de manière plus précise. Donc, tu disais que tu as cherché une collaboration à temps partiel. C'est ça. Donc en droit, toujours en droit international, ou là t'étais plus flexible sur ce que Au retour du tour du monde, moi ce que je voulais c'était quelque chose qui me permette de reprendre pied et en contentieux, parce que contentieux commercial, mais si mes priorités avant étaient différentes, là pour le coup après le voyage qui m'a énormément enrichi, c'était très clair pour moi que c'était pas un gros cabinet d'avocats et que je devais donc je suis allée plutôt dans un petit cabinet à temps partiel. Je me suis dit ok, j'assure un fixe et là pendant ce temps je vais commencer à trouver une clientèle personnelle et très vite j'ai vu que le travail de bureau de 9h à 9h ne me convenait pas, même 3 jours par semaine, parce que c'était 3 jours par semaine, ce n'était pas possible de le faire. Donc, je me suis dit très vite, je vais essayer de travailler depuis la Colombie. En France, depuis la Colombie. Voilà, en France, avec cette collaboration, c'était la première étape, c'était convaincre l'associé pour lequel je travaillais de me laisser travailler depuis la Colombie. Et donc, au début, il m'a dit non.
J'ai quand même une question fondamentale et je suis désolée, mais c'est comment est-ce que tu es digital lawyer quand tu fais du contentieux commercial Ah oui. et que donc il y a les audiences, Mhm. enfin il y a quand même Oui, c'est une organisation. des actes et des démarches à faire pour Ouais. être présent, quoi. Comment est-ce Eh que... ben, il faut s'entourer. Il faut s'entourer de gens de confiance. Et en fait, oui, effectivement, je ne fais pas. Alors, ça va être la deuxième partie en fait du pourquoi je suis aujourd'hui à Valence et pourquoi Oui, je suis pas en Colombie. oui, Mais effectivement, il faut une certaine proximité avec la France. Mais moi aujourd'hui, bon, confinement à part, puisque là aujourd'hui c'est des conditions très particulières. Mais en 2 heures, je suis à Paris. oui. Et mais donc c'est une organisation. Et puis c'est vrai que Mais t'as quand même envisagé de te dire, ben je vais faire du contentieux commercial en France depuis la Colombie, c'est quand même fort. mais je l'ai fait et puis j'ai eu des audiences, mais sauf que je n'ai pas assisté aux audiences. Et j'ai pris en fait dès le début. Alors ça c'est une éducation, on va dire éducation du client, mais c'est plus une information du client dès le départ. Comme je sais que c'est très important pour moi et que je vais le faire, j'explique au client ma situation et je lui dis, quel que soit le client, voilà la manière dont je travaille. Vous allez Et être. donc là, tu lui dis quoi? Tu lui dis, voilà, moi, je m'occupe de votre contentieux. Par contre, je travaille depuis la Colombie et donc les audiences, c'est tel confrère qui va s'en occuper. Je dis en général, je précise pas tellement non plus d'où je vais travailler, mais je dis j'ai énormément de D'accord. voyages, j'ai énormément de déplacements, donc on est deux, on est telle personne et telle personne. Cette personne va assurer les audiences et moi j'assure le fond, le suivi du dossier, la gestion, enfin la relation client, etc. Et en fait ça passe vraiment bien, il y a aucun Ça passe problème. vraiment bien, ouais, Ouais. mais parce que est-ce que le client il se dit pas, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je prends pas plutôt un avocat Qui va qui être fait là la même complètement. chose mais Mais en en fait, en France? général, si on Ouais, fait appel à vous, c'est que quelqu'un vous a recommandé et il y a déjà une relation de confiance et en fait, ouais. c'est après à chaque avocat de choyer le client et c'est vrai que bon, quelque chose de très important aussi, c'est que moi, je travaille certainement beaucoup moins qu'une personne qui est en France parce que moi, enfin, j'ai pas les mêmes impératifs en termes d'honoraires. En Colombie, on gagne en France. Moins, on vit 3 fois mieux. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. C'est Dans peut-être ton business plan, oui. ouais. Et comment tu t'organisais pour les horaires avec le décalage horaire, Alors, enfin oui, alors là donc ça c'était la première étape donc trouver une collaboration qui me permet cette flexibilité. Donc c'était pas facile parce que la personne que l'avocat en question m'a dit tout de suite bah non. Bah non, j'ai besoin de toi ici pour que tu assures les audiences, etc. Donc, première tentative, c'était un échec. Mais j'avais déjà commencé à construire ma petite clientèle personnelle. Alors moi, j'ai une niche forcément, c'est les hispanophones en France ou alors Et alors, raconte-moi comment est-ce que tu avais commencé à développer cette petite clientèle personnelle dans cette niche d'hispanophones en France? alors, il y a déjà, bien sûr, le bouche à oreille. Ah, bah, tu connais une avocate qui parle espagnol? Bah oui, Juliana, elle parle espagnol. Donc, voilà, il y a déjà le bouche à oreille. Et aussi, en fait, avec ma mère, on a créé une petite entreprise qui s'appelle Expat en Francia, qui est une entreprise pour les hispanophones qui vivent en France et pour les démarches administratives. Donc, elle s'occupe des démarches administratives et dès qu'il y a une question juridique qui ressurgit, bah elle se réfère à moi. Donc je D'accord. l'accompagne. Ça a été bien sûr validé par le barreau, toute la structure, etc. Parce que bah il faut toujours s'assurer de ça. Mais aujourd'hui, ce qui est parfois un peu ignoré chez les avocats, c'est qu'on a accès à pas mal de, enfin, la profession s'est beaucoup ouverte grâce à cette depuis 2016 qu'on peut faire des services annexes commerciaux, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour développer sa clientèle. Alors moi, bon, toute mesure gardée, bah, j'ai commencé à développer ma petite clientèle. Et donc, quand il m'a dit le deuxième non, je me suis dit bon, ben, j'attends encore un peu. Et troisième fois, c'est soit ça, soit je m'en vais quand même. En fait, c'est ça. Il faut suivre. Parce que du coup, la troisième fois, tu avais assez de clientèle personnelle pour pouvoir avoir un minimum de revenus personnels. Exactement. C'est Et pour du coup, mais tu pouvais, en si jamais Colombie, il donc te ça c'est disait très non, tu voilà, pouvais quand c'est même très important. vivre de ton travail.
Voilà, en Colombie. Ça, c'est très important parce que finalement, si moi, je n'ai pas de bureau, je ne loue pas un bureau, les charges sont beaucoup moins importantes. Donc, si pareil, mes besoins en horaire baissent parce que je suis dans un pays qui est 4 fois moins cher, ben forcément, j'ai besoin de beaucoup moins de dossiers, de développer beaucoup moins. Donc, consciemment, j'ai joué là-dessus pour pouvoir concilier ma vie professionnelle, continuer d'être avocate, etc., mais dans le même temps, être avec ma famille en Colombie et avoir cette expérience de voyage. Donc ça, c'était la première étape. Donc à la troisième fois, quand la personne m'a dit, l'avocat m'a dit, ben non, c'est vraiment pas pratique, etc. J'ai donné un argument financier et on a négocié les honoraires. Et à ce moment-là, ça devenait beaucoup plus intéressant. Et je pense que pour les collaborateurs, parce que j'ai justement moi aussi j'ai un blog et j'ai fait quelques interviews de personnes qui travaillent à distance. Et en fait, c'est un vrai argument pour dire voilà, non seulement je n'occupe pas un poste, donc je n'occupe pas un bureau que vous pouvez mettre à profit d'un autre collaborateur, mais en plus les honoraires peuvent baisser du fait que j'ai une qualité de vie meilleure dans un autre pays. Donc voilà. Donc c'est vrai. Tu vas sûrement inspirer plein d'auditeurs de Fleurs d'Avocat. Là, je délivre tous mes secrets. Qui vont partir faire du digital lawyer en Thaïlande comme s'ils étaient développeurs web. Mais c'est vrai que j'ai justement, quand il y a eu le confinement, je me suis dit mais mince, là vraiment en fait tout le monde va avoir cette opportunité de tester un peu qu'est-ce que c'est d'être de travail à distance. Mais bon, par la suite je suis revenue un peu sur ça parce que c'est pas du tout le même exercice que j'ai même en digital lawyer, c'est pas du tout la même expérience que j'ai d'être enfermée. C'est pas comme ça que je travaille d'habitude. Je suis beaucoup plus libre en fait. Donc et ce que je trouve intéressant, c'est quand même que du coup, tu t'es retrouvée à faire... il y a plein de choses que je trouve intéressantes dans ce que tu dis, mais tu t'es retrouvée à faire du contentieux, mais sans vraiment faire ce qui fait une part de la magie du contentieux, c'est-à-dire les audiences. Mais je suis revenue en fait. C'était temporaire. Ça faisait partie de l'accord. J'ai dit c'est juste 4 mois. Et je reviens. D'accord, ok. Et je suis revenue. Juste 4 mois. Voilà. Ok, je comprends mieux. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long, en fait, que tu avais fait ça de manière pérenne en Colombie. Et là, je me disais, mais c'est fou quand même. Oui, mais les 4 mois. C'était juste un petit temps de réconciliation avec avec ton pays, et puis ensuite t'es revenue. Donc finalement, pendant 4 mois. Il est très important d'avoir quand même un point d'attache avec la France, puisque mes clients sont en France quand même. Donc de me dire voilà, je pars pas pour toujours, c'est vraiment pour rassasier un peu mon goût du voyage, pour pouvoir explorer, mais tout en gardant donc ma profession. Il faut concilier. Donc comment j'exerçais là-bas? Ici, effectivement, il y a 7 heures de décalage horaire. À l'époque, c'était 6 heures, selon le changement horaire ou pas. Et donc moi, je me levais à 4h30, 5h du mat. Et pour qu'il soit à 11h en France et que j'ai une grosse partie de la journée avec au service du cabinet. Donc j'avais une grande partie de la journée, je finissais à 16h en fait ou à 15h ma journée. Donc tout était décalé, mais ça m'a pas posé de problème parce qu'en Colombie tout le monde se lève très 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 tôt et se couche tôt aussi. Donc finalement ça allait dans le rythme. Puis je suis revenue et là j'ai refait des audiences normales, j'ai repris un rythme normal et je me suis dit là j'ai vraiment testé que c'est possible. Non seulement avec ce cabinet d'avocats, mais en plus avec mes clients. J'ai vu que c'était possible parce que j'avais des clients et j'ai suivi les audiences, j'ai rédigé mes conclusions, j'ai rédigé mes actes, j'ai ce que je fais aujourd'hui même d'ailleurs. Donc voilà. Et je me suis mis en tête, j'étais en Colombie quand j'ai été contactée par Damien Gors, qui est associé, qui était ancien associé de la structure dans laquelle j'avais déjà travaillé avant, et qui m'a parlé de son projet, qui est Square, qui est le cabinet dans lequel je suis associée aujourd'hui actuellement. Et c'est un cabinet qui me correspond parfaitement parce qu'il me permet le développement de ma clientèle tout en me donnant en fait
toute la structure à Paris, les collaborateurs, les stagiaires, tout ça est fait pour l'exercice à distance en fait. Bon, il y a bien sûr ceux qui travaillent là-bas sur place, et puis il y a des personnes comme moi ou comme lui, parce que lui il habite à Londres, entre Londres et Paris, et moi maintenant entre Valence et puis Paris. Donc ça c'était fin. Comment est-ce que tu les as rencontrés? Mais justement, donc j'ai travaillé pour lui, donc il connaissait déjà mon travail, et c'est le hasard fait bien les choses. Il a monté cette structure avec Olivier Lopez, qui sont les deux associés fondateurs. Donc une structure qui permet aux associés, donc c'est vraiment dans l'identité du cabinet. Square, ça s'écrit SQU. AIR comme l'air, donc il y a la partie en fait encadrement, rigueur, etc. dans l'identité, et puis aussi R, c'est-à-dire voilà les associés sont mobiles. Et aujourd'hui, je considère que je suis avocate en mobilité internationale, on va dire. Je pas seulement du contentieux, enfin contentieux international bien sûr, mais aussi c'est beaucoup plus large. Pour pouvoir faire ça, il faut voir large aussi. Donc je suis avocate. Mais j'ai conscience que l'exercice de ma profession n'est pas du tout traditionnel. Non, mais c'est amusant parce qu'en fait, quand même, ça montre que ton exercice a été extrêmement fluctuant en termes de matière exercée, puisque tu as commencé par faire de l'arbitrage. Ouais. Ensuite, tu as fait du contentieux commercial et civil, ce qui n'est pas la même chose que de l'arbitrage. En plus, tu faisais des démarches juridiques pour les expats qui ont des conseils, des demandes, des besoins juridiques de par l'entreprise que tu as fondée avec ta maman. Oui. Pour les expats hispanophones. Oui. Et tu rejoins ce cabinet, et donc tu les as tout de suite rejoints comme associés. Oui, voilà, c'était. Et tu rejoins ce cabinet qui fait du droit des affaires, et pour eux, donc tu continues à faire. Moi, je suis en mobilité. Moi, voilà, le point commun de tout ce qu'on a dit, ça a toujours été quand même l'international. C'est-à-dire que même si je suis dans finalement des dossiers d'expatriation ou d'impatriation en France, c'est quand même voilà l'international qui prime. Ou même dans le contentieux, aujourd'hui, je fais du contentieux. Je fais même du droit social, pas mal, mais c'est toujours avec une empreinte internationale. Donc c'est pour ça que je l'englobe dans la mobilité internationale, un peu in extenso, un peu plus large que juste les questions d'expatriation, voilà. Et donc du coup, tu dirais que finalement ton expertise elle est plus sur la capacité à avoir une réflexion transculturelle, et globale, à articuler. Oui. Parce que tu n'es pas spécialiste en droit social, tu vois ce que je veux dire, et il y a quand même des sujets et donc ça renverse quand même complètement la manière de réfléchir, plutôt que par branche du droit, mais plutôt par manière d'intervenir en fait. Oui, voilà, c'est une approche transversale, je dirais. J'ai une formation dans pas mal de matières. J'affectionne particulièrement le droit social, et le droit social est particulièrement adapté à ce que je fais en fait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas mal. Le contentieux commercial. Et ça, le droit social, aussi, tu l'as découvert sur le tard? Je l'ai découvert justement dans le cabinet où je suis restée 4 ans. J'ai fait beaucoup de choses, et toujours avec des clients, avec une clientèle étrangère en fait. C'est très valorisé en droit social le fait de pouvoir parler anglais ou même espagnol, en fait les langues, parce que c'est pas comme c'est un droit très territorial. C'est très souvent nos confrères ne mettent pas l'accent sur les langues, mais en fait pour toucher une clientèle internationale, le fait d'être bilingue ou fluent vraiment en anglais, c'est un vrai plus, et ça me permet vraiment je pense que ça me permet de faire ce que je fais, les langues. Ouais. Et donc là, tu dirais que tu as un peu trouvé cet exercice dont tu rêvais? Alors, je suis totalement installée depuis octobre. C'est-à-dire que donc Square, c'est récent. Non, Square, ça date d'octobre, mais j'avais gardé ma collaboration en fait en sous-traitance. J'avais gardé cette collaboration que j'avais dans le cabinet parisien.
à temps partiel pour m'assurer une sécurité. Mais puis finalement, je me suis lancée parce que je me suis dit que même si c'était 3 jours par semaine, et ben en fait c'était 3 jours enfin j'avais envie d'avoir une expérience de créer vraiment mon entreprise, parce que même si je suis associée à Square, bah je développe ma propre clientèle, etc. Donc au bout d'un moment c'était l'issue, quoi. Je devais me lancer. Donc attends, en fait en parallèle de ton association chez Square, tu continuais en sous-traitance à être la collaboratrice d'un cabinet? C'était pas, je n'étais plus collaboratrice parce qu'il y a quand même un régime particulier, mais je continuais de travailler avec cet avocat, parce qu'aujourd'hui, enfin, on peut travailler. Et ben d'ailleurs, ça c'est une grande partie on va dire de mes clients. Mes clients sont beaucoup des cabinets d'avocats. Donc, mais non, mais il faut que tu me racontes tout ça, parce que ça va beaucoup trop intéresser mes auditeurs et moi d'ailleurs, pour commencer. Donc en fait, tu es dans cette configuration où tu as une collaboration à mi-temps, 3 jours par semaine. J'ai arrêté. Oui. Je parle au présent, mais en parlant d'une situation passée. Oui. Et c'est pour me remettre en fait dans dans ta peau à ce moment-là. Oui. Et donc tu es dans cette situation et tu développes ta clientèle personnelle en parallèle. Est-ce que, enfin voilà, quand tu dis j'avais quand même envie de me lancer, tu veux dire que tu as quitté cette collaboration pour avoir une activité exclusivement à ton compte, tout en ayant des relations telles avec ce cabinet et pour pouvoir être libre, parce qu'au final, oui, parce qu'au final, même si ce cabinet-là était très flexible, maintenant que j'étais partie en Colombie, que ça s'était très bien passé, c'était quand même, on va dire, c'était pas l'idéal pour eux, dans le sens où j'étais pas un élément hyper stable, on va dire, je pouvais partir, revenir, et moi j'avais pas envie de sentir à chaque fois cette pression de là je change de pays, ou là je reviens, non, j'avais besoin. Donc c'était un chemin vers ma liberté, et en fait d'ailleurs je collabore toujours avec ce cabinet de temps en temps. On a une excellente relation, et c'est l'un de mes clients, mais je n'ai plus, en fait, en quittant vraiment le cabinet, en me lançant, comme je dis, je n'ai plus à rendre des comptes. Je n'ai plus à rendre des comptes. Je peux partir où je veux, quand je veux. Et donc quand tu as acquis cette liberté totale, et là à ce moment-là tu es indépendante, tu as ton compte, en étant associée. Ah d'accord. Donc tu as quitté cette collaboration pour t'associer. J'ai conservé cette collaboration de avril jusqu'octobre. Oui. Disons que c'était quelque chose on va dire un forfait. Voilà, c'est comme si on faisait un forfait à un client. Donc je faisais un forfait de 3 jours par semaine à ce cabinet, et mais voilà, ça pour moi c'était encore limitant. Fallait que je fasse une étape de plus, et donc j'ai voulu aussi libérer mes 3 jours par semaine pour avoir donc pour pouvoir entièrement développer ta clientèle, mais dans le cadre de ton association chez Square. Exactement. Donc il y a aucun moment en fait où tu as été complètement toute seule, c'est ça que je veux dire. Non, mais non, bah non, parce que là je suis. Non, mais c'est pas un reproche. Non, c'est pas du tout. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, je dois quand même trouver mes clients, même si c'est vrai que c'est normal. Tu es associée. Oui, dans cette structure. Donc c'est comme si j'étais à mon compte quelque part, mais dans cette structure je me sens quand même entourée, parce que il y a les outils, j'ai accès aux outils, j'ai accès à la salle de réunion quand je vais à Paris, j'ai accès à un poste, j'ai tout le rattachement au barreau de Paris dont j'ai besoin, j'ai une équipe, mais j'ai la liberté. Voilà, c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir trouvé le point d'équilibre. Mais et du coup, comment est-ce que ça s'est fait comment cette association? Parce que c'est pas forcément la chose la plus facile à vendre en fait au moment de t'associer, parce que tu viens avec une clientèle qui est à développer. Donc même si tu avais un début de clientèle, et enfin voilà, c'est une structure qui est faite en fait pour ça. Tout l'ADN de la structure
permet aux avocats d'être associés tout en développant la clientèle. Donc, Ouais. Et donc eux, ce qui les a intéressés, c'était vraiment cette ouverture sur l'international que tu leur donnais. Enfin, sachant que je pense que tu rentrais complètement dans l'ADN de, effectivement, comme tu dis, par rapport à ce qu'ils veulent mettre en place, au type de cabinet d'avocats qu'ils veulent être dans leur identité. Tu correspondais tout à fait parce que comme tu le dis, c'est un cabinet d'avocats. Et effectivement, j'avais eu l'occasion de rencontrer comment il s'appelle, j'ai oublié. Damien Goff ou Olivier Lopez? Non, Olivier Lopez. J'avais eu l'occasion de rencontrer Olivier Lopez et il expliquait effectivement que pour lui c'était important pour lui cette extrême mobilité dans ses activités. Et donc, je comprends qu'il y avait une affiliation culturelle évidente entre ta manière de travailler et leur manière de travailler, mais voilà, c'est pas non plus évident d'arriver dans un cabinet. Enfin, le match s'est fait sur le projet d'exercice, en fait, sur la manière d'exercer et une envie commune d'exercer avec beaucoup de liberté. Exactement. On a des profils dans ce cabinet qui sont en général assez atypiques et cette flexibilité est très importante pour nous tous. Donc voilà, c'est pour ça que finalement on travaille ensemble. C'est parce que cette manière de travailler nous correspond. Et donc c'est marrant parce que moi j'avais pas du tout en tête Valence. Je voulais partir en Espagne, mais plutôt à Barcelone. Et puis c'est l'une des associées qui m'a dit, mais pourquoi Barcelone? Il y a beaucoup de monde là-bas. Tu veux pas plutôt aller à Valence? Et parce que Paris, c'est vrai que Paris, je pouvais plus. Paris, je pouvais plus. C'était assez clair pour moi depuis que j'étais rentrée du tour du monde que je ne vivrais plus à Paris parce que j'avais découvert qu'il y avait d'autres endroits où on peut être parfaitement heureux et avec un meilleur climat. Moi, j'ai besoin de soleil. et voilà, mais quelque chose de quand même assez proche pour me permettre de revenir en cas d'audience urgente, d'expertise, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, là c'est vrai que c'est très particulier depuis le confinement, mais ça m'est arrivé de revenir la veille pour une audience du lendemain. Donc je le fais encore. Et donc c'est ce compromis, l'Espagne, ça pourrait être le Portugal, ça pourrait être l'Allemagne, ça pourrait être mais en Europe où on est proche de Paris et c'est facilement accessible. Donc la Colombie, je pense que je vais y retourner, mais peut-être pas autant de temps. Et Bali, ça peut être à moi, mais j'ai cette mobilité. Voilà, maintenant j'ai la possibilité de le faire. Voilà. Et tu disais que donc tu développes ta clientèle personnelle et maintenant de manière beaucoup plus intense parce que c'est ton travail dans l'association. Comment tu t'y es pris? Comment tu t'y prends d'ailleurs? Alors justement, j'essaye de communiquer. Ça va être beaucoup digital en fait. J'essaye de communiquer, de faire des articles. Il y a du bouche à oreille et en fait la peur que j'avais parce que forcément, donc comme je dis, c'est toujours on m'a toujours dit à chaque étape que c'était pas possible. C'est pas possible de trouver un temps partiel, tu vas pas pouvoir faire ça. C'est pas possible de partir en Colombie, tu vas voir, et puis c'est pas possible de partir complètement dans un autre pays. Finalement, en fait, ce qui nous retient, c'est la peur. Et là, bien sûr que j'ai eu peur de me lancer comme ça, mais finalement, chaque mois, j'ai des dossiers qui tombent. et je me dis à chaque fois, bon, c'est difficile. Je pense c'est une expérience. Hein, si ça se trouve, je vais devoir, j'espère pas, je pense pas, mais ça se trouve, je vais pas pouvoir faire ça à beaucoup plus long terme. Mais pour l'instant, j'ai une vie qui me convient avec des dossiers, voilà, très très équilibrés, avec des dossiers qui me plaisent et pareil du bouche à oreille. Qu'est-ce que tu trouves difficile? L'incertitude, le fait de pas avoir chaque mois un revenu assuré, on va dire. Oui. Ça peut être un peu déstabilisant, surtout au début. Mais maintenant, je commence je pense que pour toute personne, pour tout cabinet qui se lance, pour tout avocat individuel qui se lance, c'est une incertitude. Puis j'ai eu du mal
bien sûr, j'ai changé de pays un peu sur un coup de tête. En un mois, c'était plié. Je suis venue, en fait, non. Je suis quand même venue tout le mois d'octobre à Valence pour voir si ça me plaisait, voir les quartiers. Et puis, je suis tombée complètement amoureuse de cette ville. Elle est juste incroyable. Il y a tout ce qu'il faut. La mer, le soleil. Elle est géniale. Et pas trop... Les paellas. Les paellas, exactement. Et je poursuis l'activité de contentieux. Je fais du droit social. Donc, voilà, il faut être assez flexible. Donc, probablement que ça va pas convenir à tout le monde, mais c'est vrai que il y a des personnes quand même intéressées. Je veux dire, j'ai créé un groupe sur Facebook et puis très vite, il y a eu pas mal de personnes qui sont intéressées à ce mode d'exercice, non seulement en France. Donc un groupe sur Facebook sur l'exercice de digital lawyer. Exactement, sur les avocats qui sont intéressés par ce mode d'exercice. Bon, on n'est pas énormément. Tu m'enverras le lien. Bien sûr, avec grand plaisir. Et en fait, il y a des avocats. Moi, je voudrais créer un peu un réseau d'avocats qui travaillent, mais même pas que en France, aussi dans d'autres pays. Et il y en a. Donc, j'ai aussi un blog qui en parle avec des personnes qui travaillent sous cette forme-là. Donc, je suis pas la seule. Parfois, ils sont en collaboration parce qu'ils ont dû suivre leurs conjoints dans d'autres pays. Parfois, c'est comme moi, peut-être un peu plus rarement. Mais j'ai notamment un ami donc qui est aux États-Unis et d'ailleurs je vais mettre bientôt la vidéo sur YouTube. Il m'explique comment il exerce lui aussi à Los Angeles et puis un peu partout aux États-Unis. Et voilà. Et aussi j'aimerais donner des conseils et accompagner les personnes qui sont sur cette voie parce que je sais que ça attire quand même pas mal de personnes et c'est tout un process, hein, ça, comme on a vu là, ça s'est pas fait en un jour, hein, il faut le mettre en place. Bon, alors maintenant non mais c'est intéressant parce que quand même, comme tu dis, on t'a toujours dit c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible et puis en fait, à chaque petit bâton, à chaque petite barrière, tu l'as dégommé. Je dis, moi j'en fais comme ma tête en fait, c'est l'avantage d'être, je vais pas dire têtue mais obstinée. Mais qu'est-ce que j'allais te dire? Du coup, revenons-en sur ton développement. Donc, tu dis que tu écris des articles. Tu dis que tu fais jouer le bouche à oreille. Donc, je suppose que tu as dit à tout le monde que tu t'étais associé chez Square. Comment est-ce que tu te présentes? Quel est ton angle d'attaque? Comment est-ce que tu te présentes? Quel type de dossier tu appelles à toi? Je dis plutôt, je suis avocate en mobilité internationale et je dis que ça comprend, je peux accompagner votre entreprise dans toutes les questions en droit qui concerne le droit international, que ce soit pour vos salariés qui sont en Espagne, en France, etc., ou alors dans vos contentieux qui ont une composante internationale. Je mets pas mal l'accent là-dessus, sur l'aspect du fait que je parle plusieurs langues. En fait, pour moi, je pense que ça c'est vraiment l'atout principal. On a continué avec la petite entreprise de ma mère. C'est vrai que ça, c'est aussi une manière d'avoir des clients. Et aussi, ce que je dis très principalement, les confrères aussi, les autres cabinets d'avocats. Qui me confient des dossiers aussi. Donc ça, c'est une partie. Et donc, comment tu sélectionnes ces cabinets d'avocats pour qui tu travailles en sous-traitance? Alors, c'est souvent des relations, juste parce que j'ai fait toutes mes études de droit en France, donc je connais pas mal d'avocats, je connais des gens, ils savent tous que je cherche aussi des sous-traitances, donc ils m'en donnent. C'est des sous-traitances ou alors carrément juste, ils savent que je fais. Ils t'envoient le dossier. Voilà, ils m'envoient le dossier. Mais non, mais c'est intéressant parce que. Ouais. Je pense qu'il y a moi c'est quelque chose que j'évoque beaucoup avec les avocats, les jeunes avocats ou les middle qui veulent développer leur clientèle personnelle et je leur rappelle à beaucoup qu'il y a aussi cette voie de développement là qui est le fait d'avoir pour clients d'autres cabinets d'avocats
ou parce qu'ils t'envoient des dossiers, ou parce que ils te confient des dossiers en sous-traitance. Et en Espagne, c'est un angle d'attaque, bien sûr, que je continuerai, que j'avais amorcé déjà avant le confinement, que je continuerai là, c'est-à-dire les cabinets espagnols qui ont des dossiers français. Donc ça, j'ai déjà quelques contacts et c'est vrai que ce sont les cabinets sont un vrai, parce qu'un cabinet a déjà plein de clients. Donc forcément, il faut faire des contacts avec des cabinets, des partenariats, et c'est ces partenariats-là qui permettent de développer sa propre clientèle. Parce qu'au final, ils font pas toutes les matières, ils parlent pas français, ou alors voilà. Enfin, contacter les cabinets d'avocats, c'est une très bonne manière aussi de développer sa clientèle. Heureusement aussi, on a une grande synergie à Square. Les associés de Square me permettent aussi. Enfin, moi, je peux apporter des dossiers, ils apportent des dossiers, et pour certaines matières, en fait, qui veulent pas traiter, voilà, je reçois aussi des clients de cette manière-là. Oui, c'est l'intérêt d'être un cabinet, quoi. C'est que vous partagez pas juste une photocopieuse. D'ailleurs, vous partagez pas la photocopieuse puisque tu es à Valence. Mais là-bas, oui, là-bas quand même, on a des beaux locaux oui, quand là-bas. tu viens, bien sûr, quand tu viens à Paris. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez quand même partager plus que les moyens, puisque justement, vous êtes un cabinet dématérialisé. Donc, je trouve que, enfin, je veux pas faire l'analyse de Square parce que je suis pas assez impliquée dans ce cabinet pour pouvoir le faire, mais je trouve que ça pose quand même beaucoup de questions sur l'affectio societatis, c'est-à-dire il y a plein de cabinets où finalement les associations, c'est des associations de moyens, où l'intérêt de s'associer, c'est plus de faire des économies d'échelle sur les locaux, sur la secrétaire, l'assistante, enfin, tu vois, et je dis la secrétaire et l'assistante, c'est terrible parce qu'il y a aussi des hommes qui exercent ces métiers. Donc, en tout cas, sur la partie service, sur cette partie service. Et vous, bien évidemment, vous avez un lieu à Paris. Bien évidemment, vous avez des moyens en commun, mais ça dépasse largement ça. Le plus, on va dire, de manière un peu plus particulière dans tous les autres avocats sont très flexibles, etc. Mais ils vont quand même très souvent au cabinet encore. Et ils ont chacun, voilà, un bureau. En fait, on a des open space, on a salle de réunion. On est à Boissière en ce moment. On a aussi des bureaux à Londres. Donc voilà, c'est un vrai beau cabinet avec des vraies compétences, et on travaille en synergie, on travaille très bien ensemble. Mais c'est vrai que il y a quand même il y a cet esprit de on travaille avec les personnes avec lesquelles on veut travailler, et les moyens sont quand même partagés ici parce qu'il y a quand même les locaux. C'est juste que moi j'ai choisi cette modalité parce que ils le permettent. Je pense pas que ce soit possible dans les autres cabinets. Le fait de travailler autant avec d'autres cabinets, de collaborer autant avec d'autres cabinets, tu veux dire? Le fait de travailler totalement à distance. Ouais. Ça, je pense pas que ce soit possible dans les autres types d'associations ou dans les autres cabinets d'avocats. Non, mais bon, quand on parle innovation, quand on réfléchit à l'innovation dans la profession d'avocat et qu'on envisage les nouvelles manières d'exercer, finalement, ce genre de possibilités, même au niveau de l'association, j'ai envie de dire, à commencer par le niveau d'association, ça va devenir des avantages concurrentiels de pouvoir envisager de s'associer avec des personnes qui sont pas... Je pense que là, c'est un argument de vente aussi de dire, voilà, là, quelque part, on a 2 années, je pense, minimum, très incertaines qui nous attendent. Et nous, on est prêts, en fait. Et il y a beaucoup de cabinets qui vont devoir s'organiser de manière, pour complètement se digitaliser. Et nous, on est déjà en fait complètement opérationnel puisque tout a été fait dès le début. C'est sur ce fonctionnement-là, en fait. On a voilà. Oui, Thalie. Et dans ton développement, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Dans le développement de ma clientèle? De ta clientèle, ouais. Parmi toutes les actions que tu entreprends, les cabinets que tu contactes, les cabinets à qui tu parles de ton installation et, de ton association et du fait qu'ils peuvent te confier des dossiers. Je dirais encore le bouche à oreille, hein.
Le bouche à oreille. Ouais, le bouche à oreille, les recommandations et les cabinets en deuxième. En fait, en parallèle, les deux, les cabinets et le bouche à oreille. C'est ce qui marche le mieux. Parce que forcément, quand on est recommandé, on a cette relation déjà de confiance, de dire, bah voilà, peu importe comment elle exerce et tout. Et je pense que ma manière d'exercer va pas être maintenant si dérangeante. Enfin, s'il pouvait y avoir des appréhensions, peut-être, bah aujourd'hui, avec quelque part, enfin, je dirais, enfin, c'est une opportunité, peut-être, de voir que c'est possible, en fait. Et qu'on gagne beaucoup, ce que je dis. On gagne énormément de temps, en travaillant un peu plus à la maison, puisque on n'a pas les transports, 1 heure de transport que je faisais tous les jours, plus le stress du transport, le fait de rentrer complètement fatigué, en mode sardine dans le métro de Paris, voilà, enfin, je suis très contente de m'être sortie de ça. Voilà, ça me convenait pas. Ouais. Et j'ai une question plus transversale, enfin pour revenir un petit peu au début de ton parcours. Donc tu t'es inscrite au barreau C'était quoi ton premier barreau espagnol? Madrid. D'accord, donc comme moi, tu t'es inscrite au barreau de Madrid et tu as ensuite passé l'équivalence avec l'article 99. Est-ce que ça a provoqué chez toi, je sais pas, comment tu t'es sentie de devenir avocate par cette procédure-là en France? Alors, moi, j'ai commencé à chercher un cabinet assez vite après être rentrée, un cabinet d'avocats en exposant, voilà, je suis avocate à Madrid. Est-ce que c'est possible? Et on m'a dit oui. Donc là encore, il y avait eu des personnes qui me disaient mais tu vas pas être embauchée comme ça. Puis finalement, et en fait, alors, est-ce que la question c'est est-ce qu'on se sent peut-être différent par rapport à un exercice ou à une manière plus traditionnelle avec l'école d'avocat? Très sincèrement, alors j'ai fait tellement de stages et j'ai vu à quel point l'école d'avocat, et je suis désolée, mais c'est un peu vrai, hein. Enfin, je veux dire, les gens qui sortent de l'école ne sont pas prêts encore. Il y a un gouffre entre l'université plus école et le cabinet que finalement, je suis contente d'avoir procédé directement. Bah, tout de suite, on est dans le bain parce que de toute façon, on passe tous par là. On va avoir enfin, on nous prépare pas et on prépare pas les avocats traditionnels à ça. Non, mais c'est amusant parce que moi, je m'étais fait la même réflexion, c'est-à-dire, je m'étais dit, vu les retours, j'ai cette possibilité de pas avoir à passer le CRFPA, faire les 2 ans d'école et ensuite passer le CAPA, parce que du coup, je suis avocate en Espagne et je peux faire l'article 99. À la limite, si on me disait que l'école d'avocat, c'était une plus-value extraordinaire dans un parcours parce qu'on y apprend des choses exceptionnelles et que c'est extrêmement enrichissant et que, mais en fait, non. Donc, si le seul intérêt, c'est d'intégrer l'école d'avocat pour faire des stages, dans ces cas-là, je vais faire des stages autrement. Enfin, je veux dire, si ce qui compte, c'est surtout les expériences pratiques. Voilà, moi j'avais 2 masters 2 pourquoi est-ce que je 2 masters 2 plus cabinet, enfin finalement expérience à l'étranger, expérience en cabinet d'avocat, grand, petit, et puis juriste. Enfin, oui. Ces expériences en fait que forcément un cabinet d'avocat vaut. Après, il faut voir aussi que le premier cabinet qui m'a embauché, c'était des personnes très ouvertes aussi. Jeroen Lichtenberg était lui-même avocat hollandais qui avait été à New York, il avait une ouverture d'esprit. Donc je pense peut-être que ça ne correspond pas à tout le monde. Donc c'est aussi voir. Oui, non, mais on en revient au fait que de toute façon le parcours ne plaira pas à tout le monde. Donc autant avoir son parcours et puis il plaira à des personnes avec qui on a un minimum d'affinité culturelle, quoi. Ça. Mais d'accord. Et toi, donc passer cette peur cette peur, je sais même pas si ça a été une vraie peur, mais en tout cas passer cette question de est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que tu t'es sentie plus ou moins légitime du fait d'avoir passé l'article 99, du fait de pas avoir fait ce rite initiatique qui est le CRFPA, le grand oral, tu vois, c'est quand même un peu, il y a un côté rite initiatique. J'ai quand même prêté serment comme tout le monde. J'ai quand même passé, bon, on sait que c'est quand même un examen, mais c'est vrai que, alors, au début peut-être que je me suis dit que j'avais peut-être
où j'avais peut-être une appréhension sur le regard des autres. Mais quand on commence à se dire qu'en fait le regard des autres est bloquant sur pas mal de choses et qu'en fait il faut juste quand on voit qu'on traite les dossiers, qu'on gagne les dossiers, que finalement on est tout aussi bon, voire meilleur que certains autres avocats qui sont passés par la voie, on va dire, un peu plus traditionnelle, franchement, très vite, c'est oui, tu te rattaches aux faits, quoi. Oui, voilà, les clients, ils sont pas là à regarder ton parcours. Alors, elle a fait bac S, puis après, elle a fait machin. Non, on se prend la tête, mais franchement, quand on a, oui, non, mais bac S, ça va m'ouvrir telle ou telle porte, ou est-ce que ou Erasmus, ah bah non, le client, il va pas être là, bon, bah, t'as fait Erasmus ou pas? Non, le client, il va se dire, bon, est-ce qu'elle parle, elle est capable de s'exprimer dans telle langue? Elle me permet de me représenter, elle me représente, elle m'accompagne, elle est là pour moi ou pas, voilà, un accompagnement très sur mesure quand même. Oui, revenons-en à ce que veut le client, ce qu'attend le client, ouais. Et après tout le reste, on s'en fiche, quoi. Et si, enfin, du coup, dans tout ce parcours sinueux pour arriver jusqu'à cet exercice actuellement qui te correspond bien, et dans lequel tu as l'air de t'épanouir, même s'il y a l'incertitude du lendemain et le risque entrepreneurial, tout ça, mais en tout cas, tu as l'air de t'y épanouir. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Juliana un peu plus jeune qui a envie d'international et à qui on dit toujours c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que je dirais à ma Juliana? Oui, c'est toujours un peu difficile ce genre de questions parce que que j'ai toujours été un peu j'en ai fait un peu qu'à ma tête déjà, donc je vais pas me dire faisons qu'à ta tête de toute façon. Peut-être oui. Si, tu pourrais te dire ça, tu pourrais te dire continue à n'en faire qu'à ta tête, c'est très bien ce que tu fais. Franchement ça va aller, tu vas t'en sortir. C'est ce que je me dis même toujours aujourd'hui, c'est vas-y, tu vas y arriver en fait. D'une manière ou d'une autre, ça va aller. Tu as les armes qu'il faut pour réussir. Et puis il y a toujours, en fait, c'est ça. Il y a toujours un retour en arrière. C'est pas définitif. C'est pas c'est comme ça et c'est pour toujours comme ça. Non, si jamais ça ne marche pas, parce que c'est possible que à un moment de ma carrière, je me dise finalement, il faut quand même que je sois là-bas, sur place et tout. Je reviens à Paris. Ou alors en France, ou je sais pas. Mais rien n'est immuable. Rien n'est immuable. Moi, j'avais envie de tenter cette expérience. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'un peu de stabilité parce que j'ai énormément bougé. J'ai été donc Madrid, Londres, tour du monde, machin et tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie de me poser un peu. Donc, je sais que je vais me poser quelques temps ici à Valence, mais pourquoi pas plus tard. Moi, j'ai aussi envie d'apprendre le portugais. Plus tard, pourquoi pas. Je vais peut-être exercer depuis Lisbonne et ça serait génial aussi. J'apprends des choses de la culture valencienne assez incroyables que jamais j'aurais pu avoir cette expérience si je savais pas. Dans les fajas, c'est quand même extraordinaire. J'ai pas pu y assister parce qu'il y a eu le coronavirus, mais c'est une fête immense et la culture valencienne est extrêmement riche et tout. Donc je suis très contente de pouvoir faire ça, de pouvoir poursuivre ce rêve-là. Alors bien sûr, il y a des désavantages. Il y a un certain isolement et paradoxalement, je me sens moins isolée aujourd'hui maintenant que tout le monde est confiné. Oui. Et tout fait du digital. Mais pour ça, en fait, donc j'ai mis des petites stratégies en place pour me motiver à travailler parce que je travaille à distance, ça veut dire travail à domicile. Ça veut dire que je ne vais pas dans un cabinet d'avocat tous les jours. Donc, alors, c'est quoi tes stratégies? Alors, j'ai énormément regardé des stratégies de travail à distance générale et d'organisation de travail. Donc, c'est aussi une petite passion cachée de organisation et comment gérer au mieux son travail. Donc, par exemple, je me suis assignée
évidemment, j'ai beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui, j'ai un appartement beaucoup plus grand que ce que j'aurais jamais pu imaginer à Paris. Donc, oui. Et donc, du coup, je me suis fait mon bureau. Donc, c'est un espace où, voilà, le matin, je me lève comme si j'allais à travail et j'ai mon bureau et je vais au bureau. Et c'est un peu mentalement, j'ai le switch comme ça. Ça, c'est une première astuce. J'ai aussi créé un petit outil pour organiser les priorités entre travail, combien de temps travailler et tout. Je pourrais t'en parler plus longuement parce que là. Tu utilises quoi comme outil? Non, un outil que moi. Enfin, j'ai une espèce de truc personnalisé, mais pareil parce que voilà. Je suis un peu passionnée par ces questions-là. Non, mais attends, mais moi, ça m'intéresse. Tout m'intéresse, Juliana. Tu sous-estimes complètement ma curiosité. Ouais, mais alors, c'est pas un outil, c'est plus une méthode pour déterminer les priorités et l'organisation de travail grâce à un blog qui s'appelle Wait by Why. C'est un peu difficile à lire d'un coup. Et je t'enverrai le lien. Oui, oui. C'est difficile à dire d'un coup. Wait by Why. Je sais pas si tu le connais. Je t'enverrai aussi le lien. C'est très 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 sympa pour. En fait, c'est un blog qui m'a énormément aidé à prendre les choses en main parce qu'il te montre pour les procrastinateurs comme moi, parce que j'ai aussi ça. Pourquoi il faut prendre les décisions tout de suite et pourquoi il faut, enfin pas tout de suite, mais pourquoi il faut agir et ne pas attendre le bon moment pour faire ses rêves, pour réaliser ses rêves. Pourquoi il faut le faire. Et donc il montre avec des images, je suis très image, comment en fait la vie défile et pourquoi est-ce qu'il faut faire ce rêve de voyage, même si il y a c'est pas un obstacle, mais même s'il y a cette des appréhensions de la profession ou voilà. Donc et donc tout ça t'a inspiré dans ton organisation au quotidien pour être plus efficace dans tes dossiers et mieux gérer ton temps et ta productivité? Voilà, ça c'est l'une des astuces. L'autre astuce aussi, c'est d'essayer de se trouver un coworking pour pouvoir trouver des collègues et avoir cette même si on n'y va pas tous les jours. Moi, je travaille souvent depuis des cafés. J'ai déjà déterminé tous les cafés Wi-Fi à Valence qui sont compatibles avec, voilà. Et aussi les coworking, etc. Donc, il y a plein de façons de faire et c'est très chouette de faire ça comme ça. Tu nous donneras tes adresses préférées pour travailler à Valence? Oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inspire dans ton exercice professionnel actuellement? Alors actuellement, dans ce contexte particulier ou en général? Si tu as une idée qui est liée au contexte particulier, avec plaisir. En fait, ce contexte particulier, je pense que c'est, mais on le voit, on l'a vu, et moi-même, je pense que tout le monde a été bouleversé, tout le monde a été peut-être angoissé par cet enfermement et tout, mais je pense que c'est aussi une vraie opportunité de se recentrer sur qu'est-ce qui compte vraiment, qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais, quels sont enfin pour réfléchir, même si je le faisais déjà, parce que de mon parcours, je réfléchissais déjà pas mal sur ce qui comptait vraiment pour moi, mais dans la profession, qu'est-ce que j'aime le plus et je m'aperçois que ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment l'accompagnement des entreprises et l'accompagnement peut-être plus individualisé. Je parle un peu du coaching, voilà, ça me plaît beaucoup, ça. C'est quelque chose que j'aimerais explorer. Donc ça m'inspire. Pourquoi? Parce que justement, donc c'est un peu lié au confinement. Parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui se posaient des questions sur justement leur exercice. J'ai même entendu des collègues qui ont dit je remets tout en question avec ça. Est-ce que je veux vraiment faire être avocat et tout? Et je dis mais t'es pas obligé d'abandonner. Regarde. Et j'essaie de dire voilà, si tu aimes cette profession, tu n'abandonnes pas. Il y a vraiment d'autres façons de faire. N'abandonne pas tes rêves. Enfin oui, mais j'adore cette profession, mais c'est trop lourd, c'est trop dur, c'est etc. Faut donner une chance à la profession. Ouais, c'est vraiment tout l'objet de. Enfin, c'était pas comme ça que c'est parti initialement, mais c'est vrai que
Je trouve que c'est l'objet du podcast, quoi, de dire aux gens, mais, et d'ailleurs, je commence par ça dans la formation Bien dans ma robe, je commence par dire, mais déjà, est-ce que vous savez comment vous avez envie d'exercer, quoi? Si jamais vous aviez aucune contrainte, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire dans votre exercice professionnel? Comment est-ce que vous aimeriez pouvoir, est-ce que vous le savez? Parce que quand vous le savez, ça veut pas dire que c'est facile, mais au moins vous savez qu'est-ce que vous devez mettre en place ou qu'est-ce que vous pouvez chercher à faire. Et il faut tester aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, moi je suis passée par pas mal de cases, j'ai fait pas mal de droits, j'ai même fait à un moment un peu de droit administratif, donc vraiment il faut pas se fermer. Oh, je suis spécialiste là-dedans et c'est tout. Et oui, enfin, en fait il faut savoir aussi jongler entre l'efficacité à tout prix, la rentabilité à tout prix, puis les priorités. Je pense que c'est pas pour tout le monde cette remise en question, etc. Mais si on a une curiosité, qu'on a une envie d'un certain équilibre, ben il faut prioriser. Je ne sais pas si ce verbe existe, mais oui, donner voilà choisir ses priorités, voilà. Et ça, c'est très important. Voilà. Et quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie? Oui, ta dernière joie. Ok, alors si c'est professionnellement parlant, j'ai le plaisir d'être félicitée justement en vidéoconférence par l'une de mes clientes très récemment qui a dit que j'étais la meilleure avocate qu'elle avait jamais rencontrée. Voilà, et ça fait plaisir parce que justement du fait de l'isolement, du fait que maintenant on rend pas des comptes à quelqu'un, donc on n'a pas forcément tout le temps cette valorisation. Mais quand un client dit c'est une DRH, elle me dit je travaille avec beaucoup d'avocats dans le monde et t'étais vraiment la meilleure avocate et tout. Je me suis dit waouh, ça m'a apporté beaucoup de joie, ouais. Ouais, je comprends. Ceux qui sont abonnés au compte Instagram de Fleur d'Avocat savent à quel point je suis toute niaise et guimauve à chaque fois que je reçois un message de félicitations sur le podcast par email ou autre. Non, mais c'est extraordinaire cette initiative. C'est vraiment super. Il faut vraiment montrer aux avocats que c'est une belle profession et qu'on peut l'aménager pour ne pas l'abandonner. Voilà, on n'est pas obligé de l'abandonner. On peut faire autrement. Et dernière question, qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Alors quand je suis en audience, en général, quand j'y vais comme pour aller au cabinet, donc c'est une question vestimentaire. J'aime beaucoup les robes en fait. Sous la robe, il y a souvent une robe. Pourquoi? Parce que les robes, elles s'adaptent à toutes les situations. Tu peux y être en décontracte, avec en mode en ville, t'es décontracte et puis le soir, changer ça par des petites chaussures à talons et puis on est chic. Donc moi, sous la robe, il y a encore une robe. Merci beaucoup, Juliana. Je t'en prie, merci beaucoup.